21 février 2006, Tonbridge, Angleterre, 18h30. Colin Dixon est seul au volant sur le chemin du retour après sa journée de travail. Ce mardi soir d'hiver, le directeur du dépôt Securitas rentre chez lui. Soudain, des gyrophares bleus apparaissent dans son rétroviseur. Une voiture, qui ressemble à un véhicule de police, le double et lui fait signe de s'arrêter. Bizarre, il n'a pas commis d'effraction. Le policier prétexte un contrôle de routine et lui demande de sortir de son véhicule. L'un d'eux semble nerveux, son badge, un insigne de la Kent Police, est mal fixé à sa veste. Dixon obéit et les rejoint dans la voiture. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de se faire kidnapper. Pendant ce temps, à 15 km de là, au domicile des Dixon, 2 faux policiers sont devant sa porte. L'un d'eux sonne et Lynn, l'épouse de Colin Dixon, ouvre en pensant qu'il s'agit de son mari. Les policiers lui disent que son conjoint a eu un grave accident de voiture. Ils lui demandent alors de prendre avec elle son enfant afin qu'il les emmène à l'hôpital pour le rejoindre. Une fois dans la voiture, Lynn comprend que quelque chose cloche. Elle remarque des cagoules et des déguisements, mais il est déjà trop tard, eux aussi viennent de se faire kidnapper. Ce que Dixon ne sait pas encore, c'est qu'en descendant de sa voiture, il vient d'accomplir la première étape du braquage du siècle. Quelque part dans la capitale britannique, un petit groupe d'hommes se forme. Ils sont 5 hommes au profil différent, chacun avec une spécialité. À la tête de ce noyau dur, Lee Murray, ancien champion de MMA, c'est lui qui impulse le projet, rassemble les hommes et sécurise les financements. À ses côtés, on retrouve Stuart Royle, chauffeur poids lourd, responsable de la logistique des véhicules. Ensuite, on a Hermir Issenage, l'infiltré, chargé de récolter les informations de l'intérieur. Puis Paul Allen, la figure du grand banditisme, en charge de la coordination opérationnelle sur le terrain. Et enfin, Yetmir Bouchpapa, l'éclaireur, chargé de la surveillance du domicile de Colin Dixon. Leur cible, le dépôt de Securitas à Tonbridge. C'est l'un des centres les plus sécurisés du pays. À l'intérieur, des dizaines de millions de livres en cash, des billets fraîchement imprimés en attente d'être redistribués dans les banques et les distributeurs du Sud-Est. C'est aussi un bâtiment surveillé 24 heures sur 24. Système de vidéosurveillance haute résolution, vigile armé en patrouille permanente ou encore porte blindée à verrouillage hydraulique, rien n'est laissé au hasard. Mais rien de tout ça ne pourra rivaliser avec ce que les braqueurs préparent. Car ce qu'ils imaginent, ce n'est pas un braquage à main armée, pas un simple vol de nuit, mais un plan en plusieurs actes. C'est là qu'entre en jeu Hermir Issenage, le jeune Albanais. Son rôle, se faire embaucher dans le dépôt comme agent de maintenance. Pendant plusieurs semaines, il observe et note avec précision dans un carnet soigneusement dissimulé. Il mène une surveillance discrète sans jamais attirer l'attention. Il découvre les horaires de rotation, les habitudes des employés et enfin les angles morts des caméras. Mais il ne fait pas que prendre des notes. Un jour, ses complices lui confient un téléphone Nokia avec caméra dissimulée pour qu'il filme l'intérieur. À partir de toutes ces informations récoltées, voilà ce que l'on sait. Le bâtiment est divisé en 3 niveaux. Au niveau 1, on trouve les bureaux administratifs ainsi que la salle des serveurs. Les bureaux sont en accès libre, mais la salle des serveurs, elle, est sécurisée par une porte blindée équipée d'un détecteur de métaux. Au niveau 0, le rez-de-chaussée, on a 2 zones clés. Le hall principal, qui est protégé par une porte blindée avec une double authentification, badge plus code PIN. À l'intérieur, on retrouve un poste de contrôle qui surveille les lieux sur 3 écrans. L'autre zone importante est la salle de tri, qui dispose d'une porte blindée coupe-feu donnant accès au quai de chargement. Et enfin, on retrouve le niveau -1, le sous-sol. C'est ici que se trouve la salle des coffres principale, et cette salle est sécurisée par 3 portes blindées. 2 dans le couloir d'accès, protégées par code plus badge, et une 3e, la plus importante, directement devant la chambre forte. Une TL30 épaisse de 40 cm d'acier avec verrouillage hydraulique. En plus de ça, la salle est équipée de capteurs de pression au sol normalement invisibles sous des grilles métalliques.
Pour passer inaperçus, les braqueurs font fabriquer des uniformes de police taillés sur mesure, ainsi que des badges officiels et des insignes. Ils louent un hangar agricole pour servir de base logistique. À l'intérieur, en plus de leur déguisement, ils vont y mettre des cagoules, des armes et des fourgons maquillés. Le groupe sait que rien ne sera possible sans le directeur du dépôt. Alors, leur plan est simple, l'enlever. Mais pas que lui. Pour assurer son obéissance, il va aussi prendre sa femme et son fils en otage. La suite, vous la connaissez déjà. Colin Dixon est arrêté par de faux policiers, et pendant ce temps, une autre équipe se rend chez lui, fait croire à sa femme qu'il a eu un accident, puis la kidnappe, ainsi que leur fils de 8 ans. Tous sont conduits par la suite dans une ferme isolée. Et à cet instant, les braqueurs ont tout ce qu'il leur faut. Le lieu, l'homme et le badge d'accès. Le groupe peut enfin passer à la prochaine étape. Dans la nuit froide, un convoi discret s'approche du dépôt de Securitas. En tête, un fourgon où se trouve Colin Dixon. Il est menotté, silencieux. À ses côtés, 2 de ses ravisseurs, déguisés en policiers. Ils lui ont répété ce qu'il devait faire à la lettre. S'il détecte la moindre tentative d'alerte, sa femme et son fils mourront. Colin Dixon, accompagné des 2 faux policiers, badge à l'entrée de l'entrepôt. Une fois à l'intérieur, il tape son code personnel et la porte s'ouvre. Tout s'est passé vers 1h du matin. Colin est entré avec ce que je pensais être 3 policiers. Il passe la porte et me dit « Je suis désolé Alun, mais je crois que des personnes ont volé de l'argent. » Je pensais qu'il était là pour les arrêter. Le premier policier sort alors son arme et me la colle contre la figure. Et il hurle « Toi maintenant, à terre !» C'est alors que j'ai remarqué que le deuxième policier portait un fusil et un masque de paintball. J'ai tout de suite compris qu'ils n'étaient pas de vrais agents et que je devais obéir. Ils nous ont alors menottés et ont commencé à remplir des sacs de billets. Une fois qu'ils ont fini, ils nous ont enfermés dans des cages et sont partis en nous laissant. J'ai essayé de garder mon calme et surtout de ne pas montrer ma peur. Mais je sentais que je tremblais. J'ai réussi à prendre sur moi pour ne pas craquer et rester concentré. Nous étions tous conscients que ça pouvait dégénérer pour un rien. La situation était très tendue. Ils pouvaient nous tirer dessus à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on a obéi à tous les ordres qu'ils nous ont donnés. Dans ces moments-là, l'instinct de survie prend le dessus sur toutes nos émotions. La peur est omniprésente et vaut mieux pas jouer les héros. Je pense que l'on sait tous à quoi correspond la peur depuis l'enfance. Mais dans de telles circonstances, vous savez ce que c'est vraiment la peur. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous voulons juste une chose, c'est qu'ils partent le plus vite possible en nous laissant en vie. Comme raconté, les braqueurs rassemblent et menottent un à un chaque employé qui sont par la suite encagoulés et enfermés dans des cages métalliques. Les braqueurs n'élèvent pas la voix, tout est prévu, chaque geste, chaque mot. À 1h30, Dixon les amène dans la salle des coffres. C'est le jackpot. Il charge billet après billet, sac après sac. Le fourgon se remplit, 10 millions, puis 20, puis 40, et à 53 millions de livres, il s'arrête. Pas par choix, mais par manque de place. Ils doivent abandonner des millions, car trop risqué de faire un second voyage. Sans avoir tiré une seule balle et sans avoir déclenché d'alarme pendant l'opération, les braqueurs quittent le dépôt vers 2h44. Aux alentours de 3h15, un des prisonniers parvient à se libérer et à activer l'alarme. Mais il est déjà trop tard. Le lendemain matin, la police est encore sur place, mais les braqueurs, eux, sont déjà loin, emportant avec eux le plus gros butin jamais volé en Grande-Bretagne. Tankerton, dimanche 26 février. Il est un peu plus de 13h et une voiture dévale la côte lancée à pleine vitesse. Juste derrière elle, 2 autres véhicules de police la poursuivent également à toute vitesse. Soudain, l'un des 2 véhicules parvient à dépasser la voiture civile et la bloque.
2 hommes armés tirent alors sur les pneus du véhicule afin de l'arrêter. Un des policiers ouvre la portière du conducteur et lui demande « Confirmez vous être Stuart Royle ?» Suite à ça, l'homme acquiesce en hochant la tête. Il est tout de suite arrêté pour suspicion de vol à main armée. Stuart Royle vient d'être arrêté, un membre clé du gang et surtout le premier domino qui tombe. Londres. Une maison est perquisitionnée par la police. Il ne s'agit pas de n'importe laquelle, mais de celle de Yetmir Bouchpapa. À l'intérieur, la police retrouve des preuves. Des vidéos, des liens directs avec le braquage. Yetmir comprend qu'il est grillé. Avec son complice, Léa Recha, ils tentent de disparaître. À bord d'une Volkswagen Beetle, ils prennent la route vers Creek Road, Deptford. Leur objectif, rejoindre l'appartement de la sœur de Yetmir et y faire profil bas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la police est en embuscade et les attend près de l'appartement. Une fois proche de la destination, il est déjà trop tard. Recha essaye de fuir en sortant du véhicule, mais cela ne sert à rien. Lui et Yetmir sont tous les deux plaqués au sol et menottés. Ils ont perdu. Yetmir vient d'être arrêté, il était un des rouages clés du braquage. Au petit matin, les rues sont encore silencieuses. Dans un petit appartement au rez-de-chaussée, Ermir Issenage et sa compagne dorment profondément. Ils ignorent qu'ils sont cernés. Depuis plusieurs minutes, des hommes en armes attendent immobiles juste devant chez eux. Puis, sans préavis, l'assaut est donné. Les portes s'ouvrent violemment, des policiers investissent l'appartement, Ermir est arrêté sur place sans résistance. À Tonbridge, pendant l'interrogatoire, Ermir garde son calme. Il nie tout. Il n'a jamais posé de questions suspectes sur comment fonctionne la sécurité du dépôt, il ne connaît pas Yetmir, ni n'a jamais vu Royle ou Recha. Tout semble fonctionner pour lui car il est rapidement relâché. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son nom est déjà dans le dossier du parquet. Et ce n'est pas un hasard. La police avait passé au crible tous les employés de Securitas. Le nom d'Ermir Issenage était le seul agent lié à Yetmir Bouchpapa déjà en garde à vue. De plus, le fait qu'il ait brusquement quitté son poste après le braquage en fait un suspect sérieux. Lee Murray et Paul Allen viennent d'atterrir à l'aéroport de Rabat. Officiellement, c'est un séjour de repos. En réalité, ils fuient. Les soupçons qui pèsent sur eux dans l'affaire du braquage de Tonbridge sont devenus trop lourds. Les 2 hommes trouvent alors refuge dans une luxueuse villa, la villa Samira. Mais le répit est de courte durée. En milieu d'année, alors qu'ils sont toujours dans cette même villa, la police marocaine reçoit un mandat d'arrêt émis par les autorités britanniques. Ce mandat vise spécifiquement Lee Murray, considéré comme l'un des cerveaux présumés du braquage. Lorsque les forces de l'ordre locales se présentent à la villa Samira, l'arrestation ne se passe pas comme prévu. Une violente altercation éclate. Les policiers marocains sont attaqués et blessés et ont du mal à maîtriser la situation. Sur place, la police découvre de la drogue, plus précisément 18,5 grammes de cocaïne. Ils saisissent également près de 400 000 € enfermés dans un coffre. Malgré les difficultés, les policiers parviennent tout de même à arrêter sur place Lee Murray et Paul Allen. Toute l'équipe de braquage est maintenant sous les barreaux, mais une question demeure, où est passé le reste de l'argent ? Le 2 mars 2006, au cœur du Graves Industrial Estate à Welling, grâce à un renseignement anonyme, la police découvre un premier trésor. Dans un conteneur rouillé, 12 sacs de sport bourrés de liasses, près de 9,7 millions de livres. Southborough, 5 mars 2006. Une vieille dame remarque des allées et venues étranges devant un garage qu'elle loue depuis des années. Le lendemain, la police débarque. À l'intérieur du box, 18 sacs, 8,6 millions de livres, un fusil à pompe et enfin une photo de Léa Recha. Au total, ces 2 caches principales permettent de récupérer plus de 18 millions de livres, soit un peu plus du tiers du butin. Mais le reste, lui, demeure introuvable.